Service après-vente des investissements, bonjour. Oui, Elon, ça va? T'appelles pour ton dossier? Ouais, je les ai là. Ouais. A, B, C, tac, tac, hop. Musc. Monsieur Musc. Comment on dit d'ailleurs? It's Musk. T'arrêtes de le clarac avec ton accent. Bon, donc, on a noté des progrès au 4e trimestre. Bravo, il faut soutenir les efforts. Tu t'es bien calmé sur Twitter, il n'y a plus trop de Bitcoin, quasiment plus. Dogecoin, attention avec celui-là, je sais que tu fais un petit peu une fixette. Et du coup, félicitations, on va diminuer tes médicaments. Ah, j'ai vu, tiens, d'ailleurs, que t'avais vendu un peu d'actions, là. Ouais, ça fait des sous. Tu me mets pas tout dans les fusées, tu fais attention à ton budget. Bon, pas de surmenage. Et puis les sondages sur Twitter, t'arrêtes par contre. Ah, ça fait bouger le marché et tout. Non, tu arrêtes. Allez, je te laisse. Allez, bisous. Oui, Cthulhu, oui, allez. Service après-vente des investissements, bonjour. Oui, Manu, comment ça va? Ça se passe à l'Elysée? Ouais, moi, toujours pareil, rien de spécial. Ah non, je peux pas. Moi, tu connais le principe de la chaîne, financer investissement, mais pas chiant. Je peux pas dire de voter pour toi. Non, je veux pas savoir. Je sais pas, moi, demande à quelqu'un d'autre. Essaye les Marseillais, là, les Marseillais à Miami, à Cancun, ceux que tu veux, ils sont complètement cons, de toute façon, ils sont capables de le faire. Ou sinon, tu butes un ou deux opposants. Appelle Vladimir. Oui, mais les sondages, on sait ce que c'est, les sondages, Manu. Mais non, mais moi, j'ai pas d'idée, je suis désolé. Peut-être... Si, fais une crypto, tu l'appelles le Manucoin ou le Trustcron ou le BitRépublique. Le Républicoin. Putain, le Républicoin, on est con. Eh ben ouais, non mais franchement, ça va passer, c'est sûr, hein. Et garde en moi de côté comme ça peut monter cette connerie. Allez, bisous. Putain. Service après-vente des investissements, bonjour. Ouais, Novak, ça va, Joko? Ouais, alors j'ai vu, hein, et ils te font chier, hein. T'es arrivé. Ils t'ont dit quoi, là? Truc dans le nez, là? Ouais. T'as dit non. Bon, déjà, t'es chiant, mais ok. Donc, quarantaine, ok. Pas de visa. Ils te l'ont redonné, ils te l'ont réenlevé une deuxième fois. Bah non, je vois pas ce qu'on peut faire, hein. Si, moi je sais ce qui se passe. Bah si, t'es dans un range. Ils te le donnent, ils te le reprennent, ils te le donnent, ils te le reprennent, ils te le donnent. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah... L'analyse technique te dirait d'attendre la cassure sur volume. Ça peut durer longtemps? Ah bah oui. Des jours, des semaines, des mois. Bah après, ça va dépendre du contexte macro, tu sais, l'inflation, les taux, le quantitative easing. Après, on sait pas, là, ce qui se passe actuellement sur les métaux précieux, ça paraît quand même vachement décorrélé des politiques monétaires. Donc après, peut-être que les politiques fiscales US peuvent venir influer sur la sortie, mais attention, parce que s'il n'y a pas de volume et que ça réintègre, t'es là? Joko? Allô? Générique. Salut la team, ça va? Comment ça va? Bienvenue dans le service après-vente des investissements. Aujourd'hui, je vais répondre aux questions Instagram. Comme d'habitude, j'ai mis la petite box à questions. Le service après-vente en fin de semaine, je prends le temps de répondre aux questions, etc. Donc, on y va. Écoute, pour une fois, j'ai préparé les questions, je les ai screenées, je les ai resizées et tout. Franchement, j'ai fait les choses bien. On va faire en sorte que cette vidéo, là, je vais faire la mitraillette un petit peu. Je vais répondre à pas mal de questions parce que j'en ai sélectionné beaucoup. Donc, je vais essayer de pas trop m'étendre parce qu'après, j'ai un live. Donc, c'est parti. Il y a une question qui revient tout le temps en ce moment. Donc, on va y répondre. C'est à quand la vidéo avec Booba? Je lui ai parlé encore récemment, en début d'année. On n'a pas réussi à se capter encore parce que nos plannings sont compliqués. Et puis avec tout ce qui est Corona, etc. pour voyager, c'est un petit peu compliqué aussi. Donc c'est toujours sur le feu, ça va arriver. Je pense qu'on va pouvoir tourner ça soit fin janvier, soit en février. Donc tu auras bientôt ce business en bagnole avec Booba. C'est toujours prévu, ça n'est pas annulé. Ensuite, est-il prévu que Green Bull se lance dans la gestion de portefeuille? Alors, je sais pas de quoi tu parles, ce que tu as derrière la tête. On fait déjà un petit peu ça sans être de la gestion de portefeuille, mais disons qu'on a déjà un portefeuille qui est accessible, que tu peux retrouver chez notre partenaire eToro pour les fonctions de copy trading, c'est bien pratique. Tiens, je te le mets là, pouf, et tu as ce portefeuille-là, donc tu peux voir ce qu'il y a à l'intérieur, tu peux éventuellement le copier. Ce que je te mets aussi, tiens là, pouf, c'est la formation RLT, et si tu n'as pas encore de compte et que t'as pas encore, que tu veux t'intéresser à la bourse, que tu veux te former, tu peux aller voir sur la page et souscrire justement avec notre partenaire et il finance la formation pour toi, ce qui fait qu'elle est gratuite et ce qui fait que tu vas pouvoir te former, apprendre à mettre en place un portefeuille long terme puisque c'est tout le but de cette
formation, c'est d'apprendre à mettre en place un portefeuille long terme, bon père de famille, pour faire fructifier eh bien, son épargne tout au long de sa vie. Les horizons d'investissement qu'on regarde, c'est 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Et souvent, il y a eu d'autres questions d'ailleurs que je n'ai pas sélectionnées, mais il y en a eu d'autres, de gens qui me disaient « Mais Yann, comment on fait pour faire 5, 6, 8, 10% en bourse et plus? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est pas possible? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est compliqué ?» C'est justement tout ce qu'on voit dans ce programme de formation. Donc si tu n'es pas encore formé, ça s'adresse vraiment aux débutants, je pense que c'est une bonne idée de le faire. Ensuite, donc on a ce portefeuille-là, qu'on a déjà un, qui est disponible, que tu peux voir, tu pourras aller te promener, tu pourras apprendre à soit en constituer le même toi-même si tu fais la formation, soit tout simplement copier celui-là ou t'inspirer de celui-là, ou juste aller jeter un œil, c'est Green Bull Invest, ici sur eToro. Ensuite, sur ce qui concerne la gestion peut-être un petit peu plus classique, d'avoir un fonds d'investissement, d'avoir un hedge fund, etc., etc. C'est des choses qui sont toujours chez nous sur le tapis parce qu'on a beaucoup de gens qui nous le demandent, etc. Mais c'est aussi un métier et quand on est une entreprise, il faut aussi choisir où est-ce qu'on met son focus. D'ailleurs, il y a plein de questions sur l'entrepreneuriat, on y répondra un petit peu après. Et où est-ce qu'on met son focus? Tu vas voir qu'avec ce qui arrive en 2022, on a déjà beaucoup de focus à mettre. Donc de faire de la gestion pour compte de tiers ou de faire des services genre de hedge fund ou de family office, etc., pour le moment, ça ne nous intéresse pas. Ça nous intéresse pas tout simplement. C'est pas que ça nous intéresse pas, mais disons qu'on a des choses beaucoup plus grandes à faire et notre but c'est quand même de démocratiser les finances et de devenir un des plus gros acteurs mondiaux autour des finances des particuliers. On est déjà bien parti, on est déjà bien lancé, notamment sur le marché français, mais pour ça, il faut viser grand, viser haut et démocratiser et pas faire du micro à gérer des clients clés en main, etc., etc. Donc voilà, mais en tout cas, ce portefeuille est déjà super intéressant. On en reparlera un petit peu après parce qu'il y a eu d'autres questions, donc on le décortiquera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Je ferai un point justement sur la stratégie dans ce portefeuille-là, sur où est-ce qu'on en est maintenant, pourquoi on fait ci, pourquoi on fait ça, et une petite rétrospective de l'an dernier. Que penses-tu d'un investissement locatif à Dubaï? Peux-tu nous parler de l'IMO là-bas? Alors, j'ai plusieurs choses à dire. Déjà, la première, c'est que pour investir dans le locatif à Dubaï, il va falloir faire des choix, et notamment, je le sais parce qu'il y a une espèce de déformation en ce moment à Dubaï, parce que j'ai l'impression que tout le monde va à Dubaï, c'est carrément devenu the place to be, et puis en plus, il y a le côté influenceurs, etc., qui sont tous là, et donc qui mettent un peu le projecteur du monde sur Dubaï. Faut pas croire du tout pour l'investissement locatif ou pour l'investissement tout court ou pour monter une entreprise ou pour ce que tu veux, qu'une fois que tu es à Dubaï, que tu vas pouvoir utiliser Dubaï pour faire de l'évasion fiscale, etc. C'est pas du tout recommandable. En plus de se manger des pénalités, c'est du pénal, etc. Donc c'est même, ça peut même aller très loin. Donc bien sûr que non. Et j'en reçois beaucoup des questions, c'est pour ça que je me permets de faire une parenthèse. Bien sûr que non. Tu peux pas être en France et faire une holding à Dubaï et faire remonter l'argent et pas payer d'impôts, etc., etc. Non, ça n'existe pas. Faire de l'immobilier à Dubaï, par contre, c'est tout à fait possible. C'est possible d'investir dans l'immobilier dans n'importe quel pays, mais il va falloir distinguer les statuts fiscaux. Si tu es résident français, tu auras les impôts français. Si tu es résident ici, tu auras la fiscalité d'ici qui s'applique. Bon, il se trouve que sur l'immobilier, ici, il n'y a pas de fiscalité. Mais voilà, c'est une question de résidence fiscale. Donc pareil, pour les gens qui pensent, tiens, je suis français, ou je suis espagnol, ou je suis américain, ou je sais pas quoi, et je veux investir à Dubaï parce que je pense que je paierai 0 impôt, ça ne sera pas le cas. Ensuite, je ne suis pas là du tout pour faire du conseil fiscal aux gens qui veulent investir à distance à Dubaï. C'est pas mon rôle, c'est pas mon travail et ça m'intéresse pas. Ce que je peux te dire, c'est que moi et nous et mes associés et plein de gens ici, et la moitié de la boîte étant à Dubaï, c'est quelque chose qu'on fait, qu'on va faire de plus en plus. Et d'ailleurs, là, on va faire une opération de marchand de biens, d'achat-revente, ici sur Dubaï. Je te le tease un tout petit peu, et parce que de toute façon ça va passer sur la chaîne YouTube, parce que j'ai décidé de faire un suivi de A à Z. On me le demande tout le temps de faire des suivis de A à Z, vous aimez bien ça quand on va sur le terrain, qu'on fait les chantiers et tout. Donc là on va faire une maison de luxe à Dubaï, une très belle villa qu'on va acheter plutôt, je dirais pas pourrie, mais à rénover, enfin pas des prestations folles. Par contre on a un super emplacement et on va faire un truc complètement fou, très luxueux, et on va revendre ça, on l'espère, beaucoup plus cher. Donc là ça y est, on a déjà signé, on va être propriétaire incessamment sous peu, donc ça va commencer là. Alors il y a un petit délai parce qu'il y a des histoires avec le locataire en place, etc. Il faut qu'il sorte, blablabla. Mais je pense qu'on va pouvoir commencer les travaux cet été, et donc tu verras ça à l'automne sur la chaîne YouTube.
Voilà, tout simplement, et ce sera le moment de parler d'immobilier à Dubaï à ce moment-là. Et de se poser, mais ne tombez pas dans le cliché de dire de vouloir croire à la baguette magique. Ensuite, est-ce que les nouvelles restrictions bancaires vont freiner nos futurs investissements? Je n'en peux plus de cette question. C'est la question officiellement qui m'a été le plus posée en 2021. J'ai répondu en long, en large et en travers, à tel point qu'on a fait une conférence que je te mets là avec les coachs Green Bull Campus où on a... Enfin, ça n'a pas été le thème de la conférence, mais disons qu'on en a parlé la première demi-heure, donc tu peux déjà aller voir le lien. J'en peux plus de cette question. Alors, je vais pas refaire tout paraphraser tout ce qu'on a dit. Donc pour creuser, tu iras voir cette conférence, je vais te faire un résumé très simple. Les nouvelles restrictions bancaires, elles font que dalle, ok ? Elles font parler la presse grand public, parce qu'à chaque fois qu'il y a un truc, la presse grand public rentre dedans, parce que c'est le principe, la presse grand public, elle est grand public, donc elle balance des infos comme ça, sans aller sans gratter, sans aller dans l'expertise, parce que c'est pas de la presse spécialisée. Et donc, oh là là, mon Dieu, au secours. Mais non, pas du tout. Il y a des choses qui se sont durcies, il y a des choses qui ont changé, il y a des choses qui sont même ramollies. Donc, les règles du jeu ont changé. Oui, il ne faut pas faire n'importe quoi. Oui, il y a une façon différente de présenter maintenant. Mais non, on peut toujours emprunter. Oui, on peut toujours emprunter à 110%. Oui, on peut toujours emprunter sur 25 ans, sur 30 ans, même si c'est peut-être un petit peu plus dur, mais on peut. Mais il faut aussi comprendre qu'il y a un contexte économique. C'est-à-dire que déjà... Arrêtez, s'il vous plaît, les gars et les filles, de vous donner des excuses, de dire « Ah, mais ça, je le vois tout le temps, c'est pour ça. Je suis désolé, cette question, j'en peux plus, mais... je le vois tout le temps. Ah oui, mais les banques, du coup, je fais pas. Mais alors, du coup, fais pas, mais arrête de t'intéresser, arrête de poser des questions, arrête de me les envoyer. C'est-à-dire que soit tu décides que tu fais pas et que voilà, ou soit tu décides que non, si plein d'experts te disent que ça change rien. Aujourd'hui, sur l'IMO, on a, je sais pas, au niveau de Green Bull Campus, peut-être 6000 clients, 7000 clients. Des prêts, on en sort tous les jours carrément, plusieurs par jour même, et il n'y a aucun problème, et pour du locatif, et pour du marchand de biens, etc. ok ? Par contre, il y a un contexte économique. En effet, le HCSF, insupportable. Le HCSF, il a fait des recommandations qui sont devenues ensuite obligatoires, mais pourquoi ? Pour une raison très simple, parce que le but, c'est le Haut Conseil pour la stabilité financière. Donc c'est bien la stabilité financière, ok ? Donc un petit peu, pour faire un raccourci facile, à la façon d'une banque centrale qui jouerait sur les taux, qui jouerait sur la quantité de monnaie en circulation, sa disponibilité, etc. Eux, ils vont jouer sur des normes bancaires, des normes de prêt, pour stabiliser l'économie, pour stabiliser la production de prêts, pour l'augmenter, la diminuer, etc., pour baisser le taux d'effort, l'augmenter, le levier global, en gros pour réguler à peu près le levier global de la production de prêts dans l'économie, ok ? Mais s'ils font ça, c'est pas pour le plaisir, c'est pas pour faire chier, c'est juste qu'il y a un contexte économique. Là, il y a eu un contexte économique qui a enchaîné beaucoup de prêts avec beaucoup d'endettement, le corona, une vraie grosse crise économique, avec la reprise complètement folle en V qui a un petit peu fait peur aux législateurs, avec des difficultés peut-être avec l'immobilier, notamment l'immobilier commercial, etc., avec par-dessus une couche d'inflation, avec par-dessus une couche de quantitative easing qui s'arrête, avec par-dessus des projections de croissance plus ou moins importantes. Enfin bref, il y a un contexte économique qui fait qu'ils ont dit « Oh, on va se calmer un peu, les taux sont très bas, etc. » Cette année, au cours d'année, on va voir plusieurs fois les taux remonter. Maintenant, ça fait plus grand doute. Je pense qu'on va aussi voir ces politiques-là. Tu verras, je suis pas mal à chaque fois en prédiction d'avenir. Soit s'arrêter cette année, soit s'assouplir un petit peu, ou soit, si ça n'a pas le temps d'arriver cette année et de se propager dans l'économie, l'an prochain. Mais quoi qu'il en soit, on s'en fout. Vraiment, on s'en tape. Si tu as un bien bien acheté, un bon bien propre, avec un dossier bien structuré, c'est sûr qu'il ne faut pas arriver comme un touriste devant la banque. Avec un dossier bien structuré, etc., ça passe. Ça passe. Et je suis désolé pour les gens avancés et les gens qui sont là et qui suivent cette chaîne au quotidien, parce que vous entendez toujours la même réponse, mais je suis aussi obligé d'en remettre une couche aussi pour les débutants. J'ai regroupé ces deux questions parce qu'elles veulent dire la même chose. Enfin, tu t'es auto-répondu, Tammy. 27 lots en 18 mois, comment tenir ce rythme face à des banques de plus en plus réticentes ? Alors c'est sûr que forcément, si tu fais 27 lots en 18 mois... Alors déjà, parenthèse, le mec a fait 27 lots en 18 mois. Donc tu vois, les banques qui prêtent plus, bon, voilà. Mais en effet, si tu as fait 27 lots en 18 mois, au bout d'un moment, les banques elles vont commencer à dire « Oh Coco, calme-toi, il y a trop de risques sur ta tête. »
Donc il y a plein de solutions, mais il faut être un petit peu inventif. Tu en as déjà donné une, c'est-à-dire faire des achats en parallèle avec 2 banques sans rien dire. Alors c'est pas très éthique en effet, c'est même pas très légal. Alors c'est pas que c'est pas légal au point de vue de la loi, mais c'est que c'est pas légal au point de vue enfin c'est que c'est prohibé dans les conditions générales des banques, etc., etc. Et c'est illégal en effet dans le sens où c'est des fausses déclarations. Donc oui, c'est pas bien, oui, il faut pas le faire, non, ne le fais pas. Après, tout ce que je peux te dire, c'est que plein d'investisseurs IMO le font, parce qu'en même temps, tu peux très bien faire 2 biens en parallèle, et puis quand tu proposes le premier à la banque, manque de bol, le jour d'après, tu te mets sous compromis pour l'autre, et puis bon, bah, il se trouve que, voilà, bon bref, hasard du calendrier, tu m'as compris. Voilà, mais ça, c'est qu'une solution. Ça, c'est même pas miracle ni rien du tout, et puis c'est un petit peu discutable en effet, parce que le risque de ça, il y a toujours un risque derrière un bénéfice, c'est que si la banque le découvre, elle peut aller jusqu'à te demander le remboursement du prêt, donc immédiat. Donc c'est un peu mal à la tête quand même, pas très rentable. Mais après, il y a plein de solutions. De s'associer par exemple, d'arbitrer son patrimoine par exemple, d'arrêter un peu le locatif pour faire du marchand de biens par exemple, de trouver d'autres moyens pour faire du cash par exemple. Je sais pas ce que tu fais dans la vie, je sais pas du tout ta situation personnelle, la situation de tes investissements, etc., etc. La banque ne fait que un contrôle du risque. Okay, la banque, elle trade dans sa production de prêts. Je vais te donner un exemple qui va te rester dans la tête. La banque, elle trade les gens qui empruntent. Okay, elle fait du trading. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont moins bien notés, mieux notés, plus risqués, moins risqués, avec en face des biens plus risqués, moins risqués et plus ou moins d'encours de prêt. Et elle, son but, c'est sur l'année, sur les milliers, dizaines de milliers de prêts qu'elle produit, d'arriver à avoir un niveau de risque général, de portefeuille général, pas trop déconnant pour qu'il n'y ait pas trop de défauts. Elle est juste en train de trader ses investisseurs. Et quand il y a trop de gens qui veulent des prêts, on durcit un peu les conditions. On n'arrête jamais tout, hein. Les banques n'arrêtent jamais de faire des prêts, hein. Même quand elles te disent on prête plus, elles prêtent encore. C'est juste qu'elles durcissent les conditions, elles vont prêter à des gens moins risqués tout simplement, donc ils peuvent être plus riches, ou alors ils peuvent avoir des meilleurs dossiers, ou alors les biens peuvent être mieux, ou alors il peut y avoir plus d'épargne, etc. Il y a une multitude de facteurs. Ou alors ils ouvrent les robinets quand il y a besoin, parce qu'ils trouvent que leur book est plutôt peu risqué. Okay, les banques sont toujours en train de trader du risque, en tout cas par rapport à leur production de prêts, tout simplement. Donc à toi de trouver des moyens d'être moins risqué, il y en a des milliers, des dizaines en tout cas. On continue. Avoir un patrimoine en France et vivre à l'étranger, Dubaï, quelle fiscalité s'applique? La fiscalité française pour la partie de tes revenus de source française, tout simplement. As-tu une histoire marrante ou honteuse d'investissement pourri / amusement, style basket Lidl, me demande Quentin. Alors, marrante comme ça, je sais pas, mais j'ai une histoire qui est intéressante en tout cas. Quentin, est-ce que tu sais comment Warren Buffett, on parle de Warren Buffett, donc voilà, comment Warren Buffett a fait plus de 6 milliards de dollars en 5 minutes, avec une idée en 5 minutes. C'est beau quand même. Plus de 6 milliards, 6 milliards 5 et quelques de dollars en 5 minutes. Tout simplement, et c'est lui qui le raconte, il était au board de Coca-Cola, parce que tu sais que c'est un actionnaire méga majoritaire de Coca-Cola, et il était au board, et puis il se posait des questions en réunion sur comment augmenter le chiffre, les marges, etc., etc., parce que c'est pas qu'ils étaient mauvais, hein, tu connais Coca-Cola, mais c'est juste que ils cherchaient un petit peu plus de profitabilité pour afficher plus de croissance, pour afficher de la profitabilité, pour faire plaisir aux actionnaires, etc. Enfin, c'est tout le principe d'une boîte cotée. Et il s'est rendu compte en fait d'un truc méga simple qui permettrait de faire 6 milliards, plus de 6 milliards 5 sur l'année, sans pénaliser personne, sans dépenser rien du tout, bref, en termes de rapport temps-argent emmerdement, la meilleure idée du monde. Il a tout simplement proposé d'ajouter un penny de plus, donc 1 centime de plus, sur les bouteilles de coca. Et en plus, ils avaient fait une étude comparative et ils s'étaient rendu compte que finalement, ça faisait du sens par rapport aux autres concurrents, etc. C'était même pas dingue d'ajouter juste 1 centime de plus sur chaque bouteille de coca dans le monde. Sauf que ils font quasiment 2 milliards de ventes, 1,8 milliard de ventes par jour. Par jour. C'est une grosse boîte Coca-Cola. Donc ça fait un penny, ça fait plus de 18 millions, 1,8 milliard de ventes par jour, ça fait 18 millions de dollars de rentrée, de chiffre d'affaires en plus par jour. Sur l'année, ça fait plus de 6,5 milliards. Donc plus de 6,5 milliards de chiffre d'affaires, sans aucune dépense en face, sans
aucun capex, rien, juste en changeant l'étiquette, en appelant tous les fournisseurs, tous les distributeurs et en disant voilà, on va ajouter simplement 1 centime. Donc je trouve cette histoire plutôt cool dans le sens où parfois on se prend la tête quand on est chef d'entreprise pour améliorer les choses, pour aller chercher de la nouveauté. Parfois on veut aller chercher à tout prix de la nouveauté alors qu'on pourrait améliorer. Tu vois, là, ils auraient très bien pu partir dans un délire de se dire ok, on va sortir une nouvelle boisson, on va faire un coca au citron, machin, et puis ou alors on va faire un truc de pub, ou alors il y a cet acteur-là, ouais, Georges Clooney, trop bien, on va faire une campagne marketing de dingue. Parfois, Simple is Beautiful, ils ont dit non, on va juste ajouter 1 centime, et puis par rapport à nos concurrents, ça fait du sens, et puis ça nous rapportera 6 milliards. Voilà, je trouve ça beau. Question suivante, Green Bull pense-t-il faire des solutions d'investissement locatif ? Alors, on le fait déjà un petit peu. C'est pas vraiment des solutions d'investissement locatif, parce qu'il n'y a pas que de l'investissement locatif, mais on va dire que ça va être de l'immobilier avec myclubdeal.com. Je te mets le lien ici, je te mets aussi tous les liens en description, parce que je crois que j'ai droit qu'à 5 liens ici, donc au bout d'un moment ça va s'arrêter. Mais tu as tous les liens à chaque fois dans la description des épisodes, et également je te le mets en commentaire épinglé, et puis tu as plein de trucs, check les descriptions, parfois il y a des trucs intéressants. Donc, est-ce que Green Bull fait des solutions d'investissement ? Alors déjà, on a myclubdeal.com, comme je te le disais, où on fait, c'est un club d'investisseurs tout simplement. À l'intérieur, on a nos deals, des deals qu'on fait nous, sur lesquels on investit nous et qu'on structure avec des partenaires, etc. Et sur certains de ces deals, il y a une proposition qui est faite à la communauté, tout simplement. Hein. Donc c'est un club qui est fermé, qui est privé, mais qui est gratuit. Il faut juste s'inscrire. Tu reçois un mail descriptif. On dit attention, il y a un nouveau projet, ça va être à peu près ça. Est-ce que tu es intéressé ? Oui, non. Pour en savoir plus, pas pour investir, juste pour venir à la conférence de présentation. Et une fois que la conférence de présentation est faite, c'est toi qui nous sollicites. Hein. C'est très simple en fait, ça se passe par email. Dites-moi en plus, je souhaite investir ou je souhaite en savoir plus, je souhaite avoir accès à la data room. Et bref, là tu as tous les accès, data room, pourquoi, comment, c'est quoi le deal, etc. Et donc il y a pas mal de deals de private equity, et dans ces deals-là, il y a aussi pas mal de deals immobiliers. Alors ça va être assez peu du locatif, ça va être souvent des projets de promotion, mais qu'on conserve. Donc là, par exemple, on a fait on a mis 740 appartements en production l'an dernier, répartis sur 2 gros projets, très gros projets, hein, un immeuble d'un côté très gros et 8 immeubles de l'autre. Et typiquement là, ces constructions-là, on construit, donc on source tout, on fait toute l'ingénierie financière, etc. On sécurise le terrain, on sécurise le promoteur, enfin le constructeur, on construit, on met en location, et ensuite il y a un horizon de sortie. Donc à chaque fois ça va changer, hein, ça va être en fonction du deal, ça va être en fonction du marché aussi. Là sur ces deals là par exemple c'est 10 ans, donc on va conserver 10 ans, on va toucher les loyers, et puis à la fin on vend. Alors ça peut être un petit peu avant, un petit peu après, hein, à chaque fois on s'adapte au marché, et les investisseurs qui sont avec nous sont tout simplement associés, hein, on s'associe tout simplement avec certaines personnes de la communauté, et ces gens-là, étant donné que tu es associé, tu as des droits, alors qui changent, parfois il y a des obligations, parfois il y a des droits aux bénéfices, parfois il y a un mélange des deux, il y a de l'equity, etc. Enfin, c'est très varié, hein, c'est du private equity. Donc, dans ce sens-là, oui, il y a de l'investissement. Par contre, si toi, tu parles de solutions d'investissement locatif, genre du clé en main, on ne le fait pas parce que, d'ailleurs, c'est ma réponse quand on me dit, Yann, qu'est-ce que tu penses des investissements clé en main, des sociétés qui proposent du clé en main, etc. J'en pense un petit peu la même chose que le Pinel, même si je ne vais pas me faire que des amis. Je pense que quand tu veux de la facilité, quand tu te poses en consommateur finalement et pas en producteur, faut bien comprendre que le producteur qui lui produit, lui il faut qu'il mange, lui il faut qu'il marge, lui il faut qu'il fasse de l'argent. Donc je dis pas que ces produits sont mauvais, ils s'adressent à une catégorie de population qui est intéressée par ça. Je prends typiquement un mec qui est chirurgien, qui bosse chirurgien du cœur, qui sauve des enfants, qui bosse 80 heures par semaine, qui s'intéresse pas à l'immobilier plus que ça, qui a de l'argent, qui veut le placer, il veut du clé en main et puis il s'en fout d'être à 2, 3, 4% de renta brut. 5, allez, 6, rendement exceptionnel. C'est pas rentable, enfin la team, c'est pas ma définition, tu la connais, c'est pas rentable. Donc voilà. Ça s'adresse à une typologie de personne. Après, la personne qui te fait le clé en main, il faut qu'elle mange. Donc pour ces raisons-là, jusqu'à aujourd'hui, on ne fait pas ça. Par contre, on est Green Bull et on a des projets novateurs qui arrivent, qui sont une nouvelle façon tout simplement de proposer du
clé en main, entre guillemets, et de proposer de l'investissement locatif, en tout cas de l'investissement locatif qu'on va appeler mutualisé, puisque ensemble on est plus fort quand on se met, quand on s'associe tout simplement, hein, c'est ce qu'on prône tout le temps, hein, que ce soit nous-mêmes, auprès de nos clients, etc. Tout à l'heure, la réponse, tu vois, de la personne qui était bloquée. On va pouvoir s'associer, toujours plus gros, toujours plus fort. On prévoit des choses dans l'immobilier. Ça n'arrive pas tout de suite, mais ça arrive dans l'année en tout cas, et ça va être complètement fou, vous n'êtes pas prêts. Ensuite, Bonnetman, Y égale à X, ok, mais peut-on parler des performances du portfolio Green Bull qui frôle le sous-sol? Alors je vais répondre en 2 temps. Donc Y égale à X, bravo, félicitations. Je remets dans les liens, ou là si j'ai encore de la place, l'atelier Prime pour ceux qui l'ont pas vu, là, début d'année 2022, c'est un bon moment pour voir ça si tu l'as pas vu, parce que c'est genre, je dirais pas que c'est culte, mais c'est genre un petit peu à la base de ce qu'il faut que tu vois. Ensuite, peut-on parler des performances du portfolio Green Bull qui frôle le sous-sol? Alors je vais en profiter pour, 1, répondre, parce que t'as fumé, 2, faire un point sur le portfolio Green Bull tant qu'on y est, parce qu'il y avait plein d'autres questions, sur la stratégie, qu'est-ce qu'on fait, pourquoi, comment, ok? Profitons-en. Donc allons-y. Le voilà, le portefeuille Green Bull sur eToro, les stats sont là. Donc 2020, année du Corona, 20,95 de rendement. 2021, année dernière, 25,73 de rendement. Donc bon, déjà, tu as fumé, hein, c'est-à-dire que ça, c'est pas moi qui les invente, hein, c'est les stats du portefeuille, je veux dire, on peut pas les tricher, hein, donc elles sont là. Voilà, donc c'est pas dégueulasse du tout. C'est sûr que si tu compares à des cryptos, à des NFT qu'on fait x1000, etc., oui, non, ça marche pas. Mais ce que je voudrais que tout le monde comprenne, et c'est extrêmement important, je prends mon stylo pour faire un dessin, c'est genre le truc numéro 1, c'est-à-dire que le rendement, il faut vraiment le comprendre, vraiment le comprendre. Le rendement, ok, le rendement en pourcentage d'un investissement, n'importe lequel, ne veut rien dire si il n'est pas corrélé à un autre indicateur. Je te laisse réfléchir lequel. Le rendement ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu me dis seul, j'ai fait 20%, j'ai fait 10%, j'ai fait 100%, j'ai fait 1000%, j'ai fait 2000%. Je ne vais pas te dire parce que tu as fait 50, tu es meilleur que celui qui a fait 20. Tant que tu n'as pas le deuxième indicateur qui doit être corrélé, sans quoi, ça ne veut rien dire. Et pour ceux qui ont vu la série de vidéos fondamentaux sur la bourse, que je te mets aussi en lien, il y a un nombre de liens, je te mets en lien là partout autour de cette vidéo, la série fondamentaux, tu l'as compris. Si tu ne mets pas le risque en face du rendement, ça ne veut rien dire. C'est-à-dire que tu me dis, ok, je fais 100%, ok, mais si pour faire 100%, ton max drawdown c'est 80 ou 85%, ton portefeuille ne va pas vivre longtemps. Un jour ou l'autre, il va exploser. Un jour ou l'autre, appel de marge. Un jour ou l'autre, tu vas tout perdre. C'est quand même vachement dommage de perdre toute sa marge parce que c'est ça qui nous permet d'investir. Pas de charbon dans la locomotive, elle avance pas. Plus d'argent, plus rien à investir, tu peux pas investir. Il n'y a plus d'investissement. Sans compter le fait que tout ne remonte pas toujours, hein, on le voit très bien en ce début d'année, par exemple avec les cryptos, et si tu as besoin de l'argent au pire moment, c'est horrible. Enfin, je veux dire, n'importe quel investisseur sérieux ne met jamais le rendement seul au centre de ses préoccupations, mais toujours le risque. Et enfin, c'est pas un conseil de pauvre. Je te dis ça à chaque fois. Les gens pensent débutants qu'il y a des conseils de riches, des conseils de pauvres. Ça n'est pas un conseil de pauvre. Les investisseurs les plus riches, les gens qui gèrent le plus d'argent, les fonds de pension, les hedge funds, tout ce que tu veux, les banques centrales, les gouvernements, mettent toujours en face du rendement le risque. Personne de sérieux ne regarde le risque le rendement sans le risque. Okay, donc maintenant, la question à se poser, c'est de se dire, par exemple, là, 180, c'est mauvais. Mais quelqu'un qui ferait 50 pour 5% de risque, c'est vachement meilleur. Hein, et puis on peut s'amuser à calculer tout plein de ratios, les Sharpe ratios, les Sortino, etc. Tu as la série de vidéos fondamentaux, la playlist fondamentaux pour comprendre tout ça dans la description. Maintenant qu'on l'a compris rapidement là, et pour ceux pour qui ça fait un rappel, je vais quand même, pour remettre l'église au centre du village, aller refaire un tour sur le portefeuille Green Bull. L'an dernier, le portefeuille Green Bull fait 25% de performance, avec un risque maximum, alors même si là c'est un peu chiant sur eToro parce qu'on ne peut pas trop le calculer, mais c'est quand même assez facile puisqu'on l'a par mois, donc on peut imaginer que le risque maximum il est aux alentours de moins 4 de drawdown, ok, 4,23, 25 de perf, 4 de drawdown, ce sont des très bonnes stats. Enfin, je veux dire, tu montes ça à n'importe qui a un peu compris le truc, c'est bien. Parce que je rappelle que c'est un portefeuille
long terme, bon père de famille, etc. Donc on fait en sorte de diminuer le risque, avec une composante moyen terme pour augmenter un petit peu le rendement, tout simplement. Donc on prend en gros des investissements long terme, vraiment en portfolio management, des positions qu'on va garder 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peut-être 10 ans. Et au milieu de tout ça, on saupoudre un petit peu ce qu'on va appeler position trading, c'est-à-dire des positions qu'on va garder en swing, quoi, hein, qu'on va garder 2 mois, 3 mois, 6 mois, par là. Et on fait une allocation au milieu de tout ça, parce que je vous rappelle que c'est quand même la chose la plus importante quand on fait les choses sérieusement, c'est-à-dire qu'on fait une allocation, c'est-à-dire qu'on ne met pas tous nos œufs dans le même panier, c'est-à-dire qu'il y a un petit peu de tout dans ce portefeuille, et avec des, tu vois, ici on a le weighting du portefeuille, avec des lignes qui sont intelligentes, quoi, avec des 1%, des 2% par ligne. Pareil, sur les cryptos, on fait attention à ne pas être à un pourcentage du portefeuille trop important parce que c'est volatile, tu vois, donc il y en a un petit peu pour booster, mais pas non plus trop, etc. etc. Donc tu vois qu'en ce moment, d'ailleurs, hein, comme tout le monde, hein, c'est un petit peu dans les choux. Mais étant donné qu'on a un pourcentage d'investissement faible, il faut le diviser par la totale, quoi. Donc je veux dire, quand tu as une ligne à 0,65%, là, je sais pas combien font toutes les lignes crypto, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, on va dire 10 lignes, il doit y avoir pour 6%, 5%, un peu moins de 6% du portefeuille. Arrondissons à 6, on s'en fout, ok? Si toutes les cryptos, là, tout le marché crypto fait moins 50%, vu qu'on en a que 6% d'allocation, le portefeuille fait moins 3. Là, tu comprends l'importance des allocations, etc. C'est comme ça qu'on est censé réfléchir quand on fait un portefeuille long terme, ok? Donc, voilà toutes les raisons pourquoi non, le portefeuille eToro n'est pas dans les choux, et voilà où on s'en va, et voilà la stratégie. Maintenant, cette année, on est en train d'adapter un petit peu. J'ai fait une vidéo il y a moins d'une semaine, là, qui est sortie en début de semaine, tu peux retrouver sur la chaîne. J'ai fait un point macro de marché. On ne croit pas au crash. Il y a par contre on est dans une grosse correction, enfin une grosse oui par rapport à ce qu'on a connu l'an dernier, qu'on gère plutôt bien. Et puis voilà, quoi, on va voir ce qui se passe. Et il y a une rotation sectorielle possiblement en cours, il y a des choses qui se passent, le marché se pose des questions entre les grosses, les values, il y a les values, il y a la hausse des taux qui arrive, enfin il y a un contexte macro qui est cool. Donc on va faire évoluer tout simplement ce portefeuille. Et voilà, on est très content qu'il soit là. Et en parallèle, tu as toutes les vidéos que je fais, les points de marché que je fais, et je suis désolé que ça soit pas une baguette magique. J'ai eu le commentaire l'autre fois sur une vidéo d'un mec qui disait je fais un point de marché pendant 50 minutes. Le mec dit ah ouais, il n'y a rien dans cette vidéo. Enfin, si tu trouves qu'il n'y a rien dans cette vidéo, c'était pas sur la bonne chaîne en fait. Sur une chaîne qui te dit all-in Jean-Kevin Coin, grosse crypto, ou Dodge, ou all-in, je sais pas moi, Apple, ou tout ce que tu veux, ou Thomson, ou McDo. Mais voilà, on n'est pas sur une chaîne où on donne un conseil d'investissement, déjà on ne le fait pas, et puis on est là pour comprendre ce qu'on fait. Parce qu'à partir du moment où tu comprends ce que tu fais, tu montes en compétence, et à partir de ce moment-là, tu es autonome. Ça ne m'intéresse pas du tout de te dire achète ça, et de te faire même une bonne année, tu vois, parce que tout se passe bien, mais derrière, tu n'es pas autonome. C'est-à-dire que demain, quand je suis plus là, il se passe quoi? Ou demain, quand ton grand frère investisseur, ou le mec que tu suis, ou le mec que tu copies, il est plus là, il se passe quoi? Ou quand le mec que tu suis, le mec que tu copies, ou le mec dont tu t'inspires, ou le gars dont tu suis les analyses, il se trompe, parce que tout le monde se trompe, ou il change d'avis, ou il n'est pas à l'aise sur la nouvelle classe d'actifs du moment, parce que le mec est spécialisé dans ci ou ça. Donc c'est beaucoup plus précieux d'apprendre et d'être autonome, tout simplement. Donc c'est ce qu'on cherche à faire. Et pour être autonome sur les marchés financiers, qui est peut-être une des compétences pour moi les plus compliquées de la vie, il faut y passer un peu de temps, il faut accepter que ça dure un peu longtemps et qu'il faille un peu expliquer des trucs et regarder au bon endroit, tout simplement. Allez, j'avance là, parce que je te rappelle que, non, je te l'ai pas dit, mais ce que j'ai fait avant cette vidéo, c'est que je me suis commandé de la bouffe. Donc quand ça sonne, que le mec il arrive, ce sera la fin de la vidéo. Comme ça, ça dure pas 1h30, tu vois. On continue. Quel est l'investissement que tu as le plus apprécié réalisé dans ta vie? Globalement, c'est les formations. À chaque fois que je me forme, c'est apprendre en fait. À chaque fois que j'investis sur moi pour apprendre, du simple livre jusqu'au méga mentorat avec des mecs de Wall Street, c'est apprendre, tout simplement. Voilà. Et là, récemment, en effet, l'investissement que j'ai le plus apprécié, c'est celui-là, c'est le méga mentorat avec des mecs de Wall Street, c'est de me faire former par des gens qui sont juste très au-dessus
et de m'apercevoir au fil des mois et des années qui s'écoulent que à chaque fois ce que je pensais savoir je sais rien et que je deviens meilleur et meilleur et meilleur et meilleur et que limite tous les 2 mois, 3 mois, 6 mois je double ou je triple mon level de connaissance que je pensais déjà haut. Donc tu vois c'est un petit peu l'histoire de la compétence inconsciente vers la compétence inconsciente, tu vois, tu connais ce diagramme, si tu le connais pas on en reparlera plus tard. Bref, on continue. Si tu devais recommencer ta carrière à zéro, quelle serait ta première stratégie? Ah, intéressant cette question, j'aime beaucoup. Alors, il y a 2 cas de figure. Si je devais commencer ma carrière à zéro avec mes connaissances de maintenant, je fais direct de la finance. Je pense que je pars en mode private equity ou hedge fund. Soit je vais bosser dans un hedge fund et je fais en sorte de monter et de gravir les échelons, ou soit je pars en mode private equity et je fais la même chose dans une firme de private equity où je fais mes propres deals de mon côté. Bref, si tu me laisses mon cerveau, je pense que je refais le même parcours beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite. Maintenant, si tu m'enlèves toutes mes connaissances et que tu me remets débutant, ben, je dois me refaire tout le socle que j'ai passé plus de 10 ans à mettre en place et donc je vais sur le terrain. S'il y a un truc que je sais, même quand j'ai plus mes compétences et mon savoir, c'est qu'il faut se bouger le cul, il faut aller sur le terrain, il faut entreprendre, il faut pas avoir peur, que le pire que tu risques dans la vie c'est quoi? Je veux dire, démissionne de ton taf, va monter une boîte, tu risques quoi? Au pire tu vas planter ta boîte, t'es en France, t'as des aides, enfin tu vas retrouver un boulot et je veux dire... Si t'es prêt à faire plein de boulot, le chômage ça n'existe pas spécialement. Si t'es prêt à faire de l'intérim, le chômage ça n'existe pas spécialement. Si t'es prêt à mettre les mains dans la merde, le chômage ça n'existe pas. Donc oui, le pire qui puisse t'arriver, c'est de redescendre un petit peu du nuage et de l'échelle sociale et de repartir au niveau 1 du jeu, quoi. Mais c'est ça le plus gros risque finalement. Et face à plein d'autres risques qu'il peut y avoir dans la vie, plein d'autres événements, plein d'autres soucis, notamment de santé, etc., c'est rien du tout, c'est du bullshit. Donc voilà. Je me sortirais les doigts et je repartirais en mode conquête. Et peut-être que ça repasserait par l'immobilier, parce que ça reste le super levier pour commencer. Je pense même que ça commencerait très probablement par l'immobilier, parce que ça permet de se bâtir très rapidement du patrimoine. Ça commencerait très rapidement, je pense, par des opérations de marchand aussi qui permettent de faire des allers-retours et de bâtir du cash, pour le coup. Et le cash appelle le cash permet d'investir. Et voilà, ça serait reparti. C'est rentable. Allez, est-ce que tu pourrais nous parler des options en bourse? Alors ça, je l'ai sélectionné pour une simple et bonne raison, c'est que non. Les options, c'est quelque chose que je pratique, pour lequel je me suis formé, pareil, très 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 en profondeur. Et c'est tellement complexe que je refuse, pour l'instant en tout cas, d'en parler sur YouTube au coin d'une vidéo, parce qu'à chaque fois que je fais ça, il y a toujours des gens qui font des raccourcis dans mon discours, et je le vois notamment rien quand on parle... d'une analyse, d'un point de vue marché, d'un point de vue sur une action, sur une crypto. Les mecs font des méga raccourcis et genre j'ai donné des calls. T'sais. Alors ça c'est le nouveau truc, je supporte plus ça. C'est genre, voilà, t'as dit d'acheter ça. Genre je fais une vidéo où pendant 45 minutes j'explique que oui, attention, ceci, cela, le contexte, machin, horizon d'investissement, enfin toutes les bonnes pratiques, et ça se résume 6 mois après à Darwin il a dit d'acheter ça. Never, ça n'arrive jamais. Donc, si je fais ça avec les options, je vais me retrouver avec des mecs qui vont se faire sauter la gueule, parce que là, il y a vraiment moyen de se faire mal. Il y a aussi moyen de se faire vraiment du bien, parce que globalement, c'est pas mal leveragé. Donc, tu vas faire... ça va être l'effet Jean-Kevin Crypto, quoi. Le compte, il va faire pouf, et après, génial, je sais, et finalement, je sais pas ce que je fais. Donc, je fais de la merde, je clique partout, et boum, ça va exploser. Donc non, le seul moyen que je parle d'options aujourd'hui, c'est que je fasse un programme de formation pour lequel je ne suis pas encore prêt parce que je sais ce qui demandera en termes d'heures de tournage et de préparation et de taille de formation. Ça arrivera, je pense, peut-être même cette année. C'est un truc que j'ai dans le coin de ma tête parce que ça me passionne, mais on va être sur 15-20 heures minimum de produits finis et voilà, il y a des priorités dans la life, tout simplement. As-tu atteint les objectifs que tu t'étais fixés quand tu as eu l'idée d'investir, Greg? J'ai fait plus de x10 de mes rêves les plus fous quand j'ai eu l'idée d'investir. J'ai complètement explosé mes objectifs et j'ai compris l'importance la connerie et l'importance en même temps des objectifs et la beauté des objectifs intermédiaires et finalement qu'il faut voir ça comme un jeu vidéo. Ça reste un jeu vidéo, je veux dire, ça reste un jeu vidéo tout simplement. Il n'y a pas besoin d'aller plus loin que ça. Quelle est ta prochaine opération immobilière perso hors My Club Deal?
J'achète une maison pour mes parents, tout simplement. Voilà. Je salue mon père qui regarde mes vidéos. Salut, ça va? On se voit bientôt. Ouais, je cherche une maison là pour améliorer un petit peu la vie de mes parents, pour avoir une maison cool, une maison de famille, etc. Donc voilà, ce sera ma prochaine opération. J'espère bientôt. Quel est l'intérêt d'investir dans des entreprises qui ne versent pas de dividendes? Alors la question à se poser, cette question montre que tu ne te poses pas la question, qui est quel est l'intérêt d'investir dans des entreprises qui versent des dividendes. Donc pour ça, je te renvoie vers la vidéo, j'ai plus de place ici, je te renvoie vers la vidéo qui est en description, j'ai fait une vidéo complète sur les dividendes, pourquoi, comment ça marche, à quoi ça correspond, et pourquoi investir dessus ou pas, voilà, tout simplement. Parce que les dividendes c'est une chose, mais je veux dire quand tu es actionnaire d'une entreprise, tu es actionnaire. Donc tu es tout simplement propriétaire d'une part de l'entreprise que tu peux revendre, etc. Ça peut prendre de la valeur. Enfin, il y a 1000 autres avantages d'acheter une boîte ou d'être actionnaire d'une boîte que simplement les dividendes. Mais en tout cas, va comprendre, s'il te plaît, Jack, comment fonctionnent les dividendes. Tu vas voir que c'est toujours intéressant d'en savoir plus et d'augmenter tes connaissances, surtout si tu veux investir en bourse. Il faut quand même un socle minimum. Merci pour tout, t'es le meilleur. Je sais pourquoi j'ai sélectionné cette question, c'est tout simplement pour vous remercier parce que j'en reçois plein tout le temps. Je sélectionne toujours soit les questions intéressantes, soit amusantes, soit reloues, soit pour faire un coup de gueule. Mais évidemment, je reçois énormément de félicitations, de soutien, de remerciements, avec parfois des témoignages complètement dingues de gens qui disent que je leur ai changé la vie parce que je leur ai ouvert les yeux sur plein de trucs, etc. Et c'est fou de le penser, d'avoir un impact sur certains d'entre vous comme ça, sur toi. Et donc voilà, la famille, ça va droit au cœur. Et voilà, je voulais juste remercier les gens, parce que ça fait du bien. C'est peut-être parce que parfois, sur les réseaux sociaux, il y a quand même un pas mal déchaînement de merde. Il y a, tu sais, dans les commentaires, etc. Et puis voilà, le cerveau, il aime bien se focaliser sur ce qui est négatif. Donc parfois, ça fait du bien d'avoir des remerciements, ça fait plaisir. Voilà. Ton resto préféré à Dubaï? Allez, elle m'a fait rire, ça là. Il y en a plein. Franchement, Dubaï, pour le coup, pour ceux qui sont jamais venus, venez en vacances, vous allez voir, c'est une super ville, notamment en hiver, où il ne fait pas 68 degrés. Et juste au niveau resto, c'est complètement dingue. Parce qu'il y a un tel melting pot de nationalités. Ici, 95% des gens sont expatriés, tous les pays du monde sont représentés, tous les restaurants aussi, et il y a aussi pas mal de richesses forcément dans les beaux quartiers, donc il y a aussi pas mal de beaux restos, il y a des chefs de tous les coins du globe qui sont là, et il y a de très 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 bons restos. Je sais pas, moi mes restos préférés, ça va être le Koya, j'aime beaucoup, ça va être le Ninive, ça va être tiens, le restaurant du Bourges, franchement, au 122e étage, il y a le restaurant le plus haut du monde dans le Burj Khalifa, qui s'appelle At the Top, qui est tout simplement très bien, et je l'aime bien parce qu'il est un petit peu, je le recommande vraiment à tout le monde qui vient à Dubaï. Alors il coûte un peu de sous forcément parce qu'il est un peu classe, mais t'as vu comment elle est, la tour elle est de plus en plus fine, donc c'est quand même assez haut, donc c'est assez petit, c'est assez cosy, l'ambiance est plutôt cool, et voilà, donc j'ai passé une nouvelle an, c'était très bien. Est-ce le bon moment pour investir en IMO ou faut-il attendre que le marché baisse? Alors Nathan, si tu attends que le marché baisse, tu n'investiras jamais. C'est une vraie grosse connerie d'attendre que le marché baisse, et j'ai toujours la même question d'ailleurs aussi sur les marchés financiers. Est-ce qu'il faut que je rentre ou que j'attende que le marché baisse? Le problème c'est que si tu attends que le marché baisse, tu risques de l'attendre longtemps, voire même d'être mort d'ici qu'il baisse significativement, ou quand il va baisser tu vas te dire est-ce que j'attendrai pas qu'il baisse un peu plus parce que je veux rentrer au bottom, ou alors tu vas te dire ah non mais là c'est qu'une baisse temporaire et ça va remonter puis ça va rebaisser plus tard. Ou alors, ça se trouve, il va en effet baisser, mais il va remonter. Mais le temps, vu que tu attends depuis là, qu'il baisse, et puis il continue à monter, et puis il finit par baisser, et puis il repart à la hausse, finalement, si tu n'avais pas attendu, tu étais quand même rentré plus bas. Donc en fait, ça ne marche pas. Et quand bien même, tu achèterais aujourd'hui, et dans 1 an, 2 ans, le marché il est à moins 15%, ça serait chiant. Mais non. Parce que la valeur ajoutée d'un investisseur intelligent, malin, qui fait les choses correctement, qui est rentable, ça va être tout simplement d'acheter sous le marché, de faire des bonnes affaires. On est là pour faire des putains de bonnes affaires, on n'est pas là pour acheter des biens moyens, pour faire du Pinel ou pour faire du clé en main, enfin en tout cas pas la team rentable. Donc le but du jeu, c'est d'acheter des putains de bonnes affaires, que ça soit d'ailleurs n'importe quoi, que ça soit en crypto, que ça soit en IMO, que ça soit des actions, que ça soit une voiture de collection, tout ce que tu veux. Quand tu fais un investissement, tu veux que ça soit une bonne affaire. Donc ce que tu cherches, c'est un bon prix. Ce que tu cherches,
c'est une possibilité d'augmentation, et c'est de mettre toutes les choses dans les bonnes cases pour que j'achète si possible le meilleur prix possible par rapport au marché, si possible un petit peu en dessous, et puis pour que ce que j'achète soit très bien orienté, parce qu'il y a de la demande, parce que c'est un produit d'exception, etc., etc. Ou parce que je l'améliore tout simplement, parce que je suis aussi un vecteur de valeur ajoutée. Donc plutôt que d'attendre que ça baisse, déjà si j'achète, regarde, 5% en dessous du prix du marché, ou 10% en dessous du prix du marché. Ça n'est pas une grosse négociation, hein. Ça se fait tous les jours. 5%, 10%, c'est pas moins 30, moins 50, ok? Et pourtant, même ça se fait. Donc moins 5, moins 10. J'améliore un peu le bien. Je fais quelques travaux, je fais de l'embellissement, etc. Allez, admettons que j'arrive à en rajouter 5% de renta à la sortie. Je suis à aller entre 10 et 15, ok? Plus, je vais détenir un petit peu le bien quelques temps, et le marché quand même, historiquement, quand on le regarde, il est orienté à la hausse, je suis minimum à 10-15%, et puis maximum beaucoup plus haut. C'est-à-dire que même si, tu vois, c'est-à-dire que dès mon achat, très rapidement, au bout d'un an, 2 ans, 3 ans, suivant comment j'ai acheté bien et comment j'ai amélioré le bien, finalement, même s'il y a un moins 10, moins 15, je perds pas d'argent, tu vois, je reste ok, quoi. Donc, il vaut beaucoup mieux chercher à faire bien, à faire une bonne affaire, que attendre que ça descende, et puis ça va finir par descendre dans 3 ans quand ça sera 20% plus haut. Donc à quoi ça sert d'attendre? Je parlais l'autre fois, quand justement on parlait avec certains de nos associés là, sur les maisons, etc., et sur les stratégies. Il y a plein de stratégies. Mais une stratégie qui fonctionne bien, et notamment on en parlait à Dubaï, parce qu'à Dubaï, tu as vu comment c'est soit tu vas acheter des maisons un petit peu excentrées, soit tu vis dans des tours, donc des appartes. Et ce qu'on disait, c'est justement ça, c'est que dans une tour, c'est très dur de bien acheter. Parce qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 8 layers d'appartements différents, et après ils sont tous empilés, et ils se ressemblent tous, tu vois. Donc tu as des formes d'appart, donc déjà il faut trouver la bonne forme d'appart la plus demandée. Ensuite, parfois, c'est en comment on appelle ça, en miroir. Donc tu as la forme d'appart A là, et puis tu as une autre forme d'appart A de l'autre côté de la tour. Donc il faut trouver la bonne vue. Ensuite, il faut trouver la bonne élévation, parce que suivant les tours, il vaut mieux être en haut, en bas, au milieu, etc. Et après, il faut trouver peut-être le bien d'exception, parce que parfois, et même souvent, sur les derniers étages, il y a des penthouses, ou il y a des duplex, où il y a une forme F qui n'existait pas nulle part ailleurs, etc. Donc, tu vas chercher en fait le meilleur bien, en gros c'est ça, schématiquement, tu vas chercher le meilleur bien de la tour, ou tu vas chercher le meilleur bien du quartier, ou tu vas chercher le meilleur bien de la rue, ou tu vas chercher le meilleur bien de l'immeuble. Parce que forcément, le meilleur bien de la tour, de la rue, du quartier, de l'immeuble, ça va être le bien qui va se revendre le mieux, puisqu'il va être plus demandé, il va être plus désirable. Est-ce que tu préfères habiter en dessous, là où c'est moyen, ou dans le truc, putain, et il se trouve qu'il a la bonne hauteur, avec la vue, le coucher de soleil, il est du bon côté, en plus c'est la bonne forme, parce que l'autre elle a un peu biscornu, etc., il y a une chambre en plus, ou 2 places de parking au lieu d'une. Bref, à la revente, forcément, c'est plus demandé. Il y a un petit peu plus de facilité à vendre. Donc s'il y a un petit peu plus de facilité à vendre, on peut se permettre aussi de revendre un petit peu plus haut. C'est ça l'IMO, tout simplement, c'est bien acheter et améliorer si possible les choses, mais ne pas attendre qu'il se passe, parce que là, avec une mentalité d'attente, c'est chiant la vie. Yann, oui, la publication des bilans est-il le meilleur moment pour acheter une action au PE élevé? Ah, je vois que toi, tu étais sur la précédente vidéo. Alors, non. De façon générale, la publication des résultats, les résultats de l'entreprise, la comptabilité, le bilan de l'entreprise, est un indicateur backward-looking, donc qui regarde dans le passé, tout simplement. Il y a plein d'indicateurs, tu le sais, on en parle souvent, je t'en distille un petit peu sur toutes les vidéos, des indicateurs backward-looking, des indicateurs on-time, des indicateurs forward-looking, donc des indicateurs qui regardent dans le passé, on-time, maintenant, dans le présent, et des indicateurs dans le futur. Les bilans, les comptes de l'entreprise sont des indicateurs backward-looking, qui regardent dans le passé, tout simplement, puisqu'ils prennent la photo de l'année précédente et des années précédentes. Mais peut-être que l'entreprise, depuis, elle a acheté des trucs, elle a investi, elle a recruté, ou au contraire, elle a licencié, elle a ouvert un nouveau pays, etc. etc. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas les regarder, je ne dis pas qu'il ne faut pas les étudier, notamment leur évolution. Leur évolution est plus importante que les chiffres qu'il y a dedans, finalement. Mais ça n'a pas d'intérêt... ça n'a pas d'intérêt immense de les regarder en se disant « Ah, si les bilans ont été comme ça l'an dernier, ça veut dire que l'an prochain, on va là. »
il y a plus de chances, forcément, si ça fait 5 ans qu'on prend 10% par an, il y a plus de chances que l'an prochain, ça se passe bien, mais pas forcément. Donc ça faut pas s'arrêter là, tout simplement. C'est un indice au milieu. Et par rapport au PE, tu mélanges un petit peu les torchons et les serviettes. C'est-à-dire que les PE, c'est un ratio. Alors, oui, c'est un ratio, et puis et oui, il est tiré des chiffres, il est tiré de la compta, mais pareil, il y a différents styles de PE. Il y a le PE il y a 5 ans, il y a le PE de l'année en cours, donc du dernier bilan, il y a le PE forward-looking de l'année dans laquelle on est, où on aura le bilan à la fin de l'année avec le décalage, parce que c'est pas parce que la boîte est clôture au 31-12 que les comptes sont publiés au 31-12, ils vont être publiés en février, mars, avril, donc il va être décalé, mais on est déjà en train de l'anticiper, et puis après les PE des années suivantes. Donc voilà, c'est tout ce que je peux te dire pour ta question. Ensuite, bonjour, j'ai l'impression que tout ce qui touche à la collection augmente en plus d'être cool. As-tu quelque chose à dire, Romain? Alors Romain, j'ai la même impression que toi, et c'est une impression qui est réelle, et qui est tout simplement liée à l'inflation. Il y a beaucoup d'inflation, tous les prix généraux augmentent et les produits en général de luxe se comportent se comportent à la hausse en période d'inflation, en période d'augmentation de la masse monétaire et de la vélocité de l'argent, en période d'injection de monnaie, en période de taux bas. Donc globalement on a un petit mélange, un petit shaker magique qui fait que tous les produits un peu rare, collection, luxe, augmente. T'as vu l'augmentation des montres de collection, je prépare des vidéos bientôt, et sur mon Twitch, le lien est en description, et sur la chaîne YouTube avec des guests autour des montres, parenthèse. Mais les montres de luxe, t'as vu comme ça a augmenté. Les NFT, t'as vu comment ça a augmenté. Les voitures de collection, c'est la folie. Même pas d'ailleurs de collection, hein, des voitures un peu récentes, etc. Puisqu'il y a eu en plus, j'ai oublié un facteur, pendant le Corona, forcément, des disruptions de la supply chain, donc du coup, on a eu des problèmes d'approvisionnement, et encore aujourd'hui. Donc forcément, il y a moins de voitures neuves qui arrivent, il y a moins de montres neuves, il y a moins, il y a moins de matériaux, il y a moins de fenêtres, il y a moins de tout ce que tu veux. Donc les prix augmentent. Et l'impact est encore plus fort sur le luxe, sur les produits nichés, et sur ces produits luxueux, chers, collector, etc., etc. Donc oui, regarde même jusqu'aux cartes Pokémon, même jusqu'à... Voilà, il y a eu un contexte économique, là, il y a eu un enchaînement d'événements qui ont conduit tout ça à buller de façon folle. Donc maintenant, la question, c'est quand est-ce que ça va s'arrêter? Est-ce que la croissance va simplement ralentir, on va atteindre un plateau, on va calmer un peu la courbe et on va continuer à monter, ou ça va se retourner? C'est tout à fait possible. Hein. On oublie toujours les moments où mon NFT est passé de 3 000 $ à 100 000 $, et puis je le hold parce que je suis un holder fou, mais il peut très bien redescendre à 200. Ne l'oublions pas, s'il vous plaît. Il y a des bulles partout, hein. Et puis il y a des excès dans un sens ou dans l'autre sur tous les marchés. Donc prends des profits, on n'oublie pas. Partie 2 de l'immersion en milieu hostile au Mans, dans une autre ville, version marchand de biens. Alors oui, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, putain, il y a un nombre de liens dans cette vidéo, bon, je te la mets en description. On a fait un défi immobilier au Mans, on avait 3 jours pour trouver, négocier, acheter un bien rentable. Ça y est, il a acheté, d'ailleurs j'ai signé l'acte définitif là, il y a quelques jours. Donc les travaux viennent de commencer. Il y aura déjà une mise à jour, mais je pense que je ferai un vlog pour la mise à jour sur ce bien-là, où j'irai filmer la fin des travaux, la mise en location, etc. Peut-être un épisode 2, je ne sais pas encore précisément. Par contre, il y a bien un épisode 2 qui est prévu dans une autre ville. Ça se tourne, je vais même te dire quand ça se tourne. Ça se tourne la dernière semaine de février. Donc vous aurez ça, les gars, en mars. Ça va être complètement dingue. Et en effet, on fait une opération de marchand de biens cette fois-ci, vraiment ciblée marchand de biens. La première fois, on partait à l'arrache, on ne savait pas ce qu'on allait faire. Il se trouve qu'on va faire une coloc qu'on va revendre, donc c'est un peu et du locatif et du marchand de biens. Là, on fait une opération de marchand de biens, mais on ne sait pas encore comment on va la structurer. Ça se trouve, on va trouver encore une coloc, on n'en sait rien. On part à l'arrache, dans une ville encore à l'arrache. Je connais déjà la ville, je peux vous dire qu'elle va être beaucoup plus compliquée que Le Mans. Et on aura un tout petit peu plus de temps, on aura 5 jours. Voilà, tout simplement. Et je vous prépare des surprises complètement dingues. Ça va être vraiment cool. Question suivante, Eloyan, qu'est-ce que tu penses de l'investissement dans le vin? Ben écoute, j'en pense plutôt du bien, c'est un bel investissement alternatif et une belle source de diversification. C'est toujours pareil, ça s'adresse peut-être à des gens qui ont déjà des portefeuilles, etc. Je te dirais pas le premier truc à faire, investir dans le vin. Pour quelqu'un qui investit par exemple déjà un peu dans l'immobilier, qui a des cryptos, qui a un portefeuille boursier, etc., qui cherche de la diversification, c'est une belle source de diversification. Je te mets le lien en dessus là, de la plateforme que j'utilise, qui est plutôt vraiment bien, moi j'en suis vraiment content.
qui va te permettre d'investir dans le vin en mode facile. Globalement, tu as des sommeliers qui font des sélections. Donc toi, tu envoies des sommes. C'est pas toi qui choisis ton vin, tu envoies la somme que tu veux investir. Ils te font une sélection et ils te créent un portefeuille. Et après, ça marche comme un portefeuille boursier, c'est rigolo. C'est-à-dire que au lieu d'avoir des actions, tu as des bouteilles et des caisses de bouteilles, etc., etc. Et tu vois l'évolution. Il y a beaucoup de vins français, évidemment. Et vu qu'ils sont professionnels dans ce qu'ils font, ils connaissent le vin, etc. Et ils y connaissent bien mieux que moi d'ailleurs. Et ils sont capables de sélectionner justement des bouteilles qui ont des potentiels d'augmentation plutôt que de prendre la belle étiquette, la grosse marque, etc. Parce que d'acheter une bouteille déjà chère, elle peut toujours monter, mais ils font un petit peu des deux. C'est-à-dire qu'ils achètent des vins qui sont solides et qui tiennent bien, avec des grandes marques et des grandes maisons. Mais aussi, il y a des vins en primeur, il y a des vins qui sont un petit peu plus méconnus, avec une grosse possibilité d'augmentation. Par contre, attention, parenthèse quand même, on parle d'un investissement long terme. C'est pas en 1 mois, 2 mois, 6 mois que tu vas faire de grosses plus-values. Moi, mon horizon d'investissement là-dessus, c'est 5 ans, 10 ans, c'est de l'argent que je place en mode DCA, comme je ferais avec un portefeuille long terme. Et ce qui est cool aussi avec ce prestat-là, et c'est pour ça que je l'ai choisi, c'est que le service client est super réactif et aussi tu peux, si tu le veux, te faire livrer tes bouteilles. Parce que là, ils te les stockent, ils te les sécurisent, etc. Elles sont assurées, blablabla, enfin tu liras, tu iras jeter un œil. En plus, ils te les stockent et si tu veux te les faire livrer, tu peux demander à ce qu'on te les livre. Donc quand tu commences à avoir une collection intéressante et que tu as fait des plus-values, tu peux aussi très bien dire là j'ai une caisse de 12 de je ne sais quoi de Château-Latour 2004, livre-moi dans une petite, on se fait plaisir. Donc ça c'est plutôt cool. Ensuite, Fresh and Frenchy, tu hérites d'1 million, tu fais quoi? Alors déjà, figure-toi, tu le verras qu'1 million, c'est pas non plus énormément d'argent. C'est de l'argent, bien, enfin si, c'est beaucoup d'argent forcément, mais c'est pas non plus genre ma vie va changer, j'ai gagné au loto, je vais plus rien faire. Enfin si, bien sûr que ta vie va changer, si tu pars de 0 ou 1 million, ta vie va changer, mais pas tant que ça. C'est pas pour ça que tu vas te mettre en mode retraite, plage, cocotier, parce que ça va partir très vite et tu n'auras pas de quoi tenir toute ta vie du tout avec 1 million, c'est pas non plus fou. Donc ce que je fais avec 1 million, là, si tu me donnes 1 million, je refais une alloc, tout simplement, je suis mon plan d'alloc habituel que je fais évoluer en fonction des conditions, et puis je ne cherche même pas à comprendre, en fait, je fais un découpage, 300 000 par-ci, 200 000 par-là, etc., etc. Tout simplement, je ferai de l'IMO, enfin je fais les fondamentaux, je ferai de l'IMO, je ferai des marchés financiers, du long terme et du court terme, un peu de trading, je ferai des cryptos, je ferai peut-être du vin, peut-être de l'art, peut-être une montre, puis peut-être tout ça un petit peu mélangé, je fais une alloc tout simplement. 1 million c'est cool parce que c'est une somme qui te permet de faire une alloc qui est sérieuse, c'est-à-dire que tu n'es pas en train de faire des all-in, et en même temps tu peux quand même mettre des lignes qui sont significatives. C'est-à-dire que t'es pas en train non plus de faire une alloc sur 10 000 où t'es là, tu fais 500, 1000, 300, 800, 3000. Avec 1 million, tu fais des allocs à coût de 100, 200, 500, enfin peut-être pas 500, 300, etc. Donc voilà, ça le fait. Pour 1 heure de vidéo, t'as combien de temps de taf réellement ? Me dit Nono. Alors ça dépend des vidéos. Une vidéo comme celle-ci, j'ai assez peu de taf, puisque là c'est vraiment réaction à chaud, mais ça va être les vidéos qui me demandent le moins de taf. Bon, c'est réponse aux questions. Après, les vidéos que je fais, comme par exemple j'ai pu faire récemment sur un point de marché macro, où je dois préparer des graphiques en amont, faire des recherches, et parfois mettre des sources en lien, on va dire que je vais avoir 3 heures de préparation par heure de vidéo, à peu près. Parce qu'il faut que j'aille sur le terminal, que je fasse les graphiques, que je mette en place tous les trucs, que je choisisse mes indicateurs, et puis que je structure la vidéo de ce que je veux dire. Tu vois, si tu as vu la dernière vidéo, notamment dont on parlait un petit peu plus tôt, où je faisais le point macro, est-ce que je parle du PE, quand est-ce que j'en parle ? Si je parle du PE, est-ce qu'à ce moment-là, je fais un petit 10 minutes dessus pour expliquer un petit peu plus en profondeur, ou est-ce que je passe rapidement, etc. Voilà. Donc ça, c'est ce genre de prépa. Je vais dire 3 heures pour 1 heure de vidéo. Et les très grosses vidéos comme Le Mans, comme les vidéos avec des invités, les reportages, etc., c'est pas chiffrable, ça dépend. Ça peut être très, très long en prépa, mais en général, c'est pas non plus extrêmement long. Parce que c'est pas la partie de prépa la plus compliquée. La partie la plus compliquée, ça va être la partie montage. Une vidéo comme Le Mans, c'est je sais pas, 30-40 heures de montage. C'est vraiment compliqué, c'est vraiment long. Et puis, t'as tellement de rush qu'il faut choisir ce que tu montres, ce que tu montres pas, t'en as trop, mais si t'en montres trop, tu fais une vidéo de 3 heures qui est pas rythmée, si t'en montres pas assez, on comprend pas ce qui se passe. Donc voilà, c'est pas mal complexe. Mais c'est en tout cas très cool, et puis sur tout ce qui est préparation,
Heureusement, j'ai Magic Mode, que, tu sais, le petit truc que tu vois passer parfois sur les vidéos quand on est à l'extérieur, qui est notre responsable de prod et qui gère tout simplement toute la partie, enfin sur la partie vidéo en tout cas, toute la partie préparation, booker les tournages, réserver les trucs, réserver les équipes, briefer les équipes, que ça soit tournage, montage, que ça soit équipe technique, les devis, etc. Enfin tout l'orga, quoi, hein, tout l'événementiel qui est très très lourd et qui est un vrai travail à part entière. Et d'ailleurs je la salue Modinator. Donc voilà, c'est un travail d'équipe, donc je peux pas chiffrer vraiment le travail, le temps que ça prend, voilà, tout simplement. Eh bien, je suis au bout de mes questions. Bah, ça s'est bien fait finalement. Ça c'est bien. Bah, je vais aller manger tranquillement. Écoute, je vais prendre ma commande, et puis je vais manger, puis je vais te dire que l'avenir c'est nous. Je vais te dire de ne pas oublier, s'il te plaît, s'il y a un truc que tu peux faire pour me soutenir, c'est balancer le petit pouce bleu de manière impaire, le petit commentaire de référencement, et aussi l'abonnement à cette chaîne. Trop de gens regardent cette chaîne sans être abonnés, c'est extrêmement important, ça me permet de faire des contenus de plus en plus fous, ça me permet de générer des partenariats de plus en plus dingues, et non pas des partenariats où je prends de la caillasse, mais des partenariats où je vais pouvoir avoir des aides, et où je vais pouvoir faire venir des gens, interviewer des gens. Regarde l'interview de Booba. Je pense pas que Booba il aurait accepté d'apparaître avec moi sur un business en bagnole si on faisait 30 vues et qu'on avait 14 abonnés. Donc plus on est nombreux, je sais que ce chiffre il sert à rien, les abonnements, c'est un peu l'égométrique, mais ça aide en tout cas à te proposer des contenus toujours plus dingues. L'avenir c'est nous.